Bienvenue dans la zone d'inconfort, le podcast où oser se livrer transforme l'inconfort en opportunité d'échange et de réflexion. Pour ce premier épisode, je reçois Nico, créateur du podcast Oser by Nico. Ensemble, on parle de la peur de l'échec, de la comparaison et des insécurités que l'on ressent face au regard des autres et aux pensées qui nous traversent. Doit-on attendre d'être totalement prêt avant de se lancer ? Comment dépasser la peur du regard des autres ? Et si nos échecs étaient en réalité nos plus grandes leçons ? Autant de questions auxquelles on tente de répondre dans cet épisode. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos retours en commentaire. Bonne écoute. Bonjour Nico, merci d'être venu à mon premier épisode de podcast. Je suis ravi, merci beaucoup Kevin pour l'invitation, c'est adorable. En fait, pour l'anecdote, c'est un peu toi qui m'as inspiré ce podcast quelque part parce que je voulais faire un podcast depuis très longtemps. Tu m'as inspiré sur la thématique en fait. Moi de base, comme tu sais, j'ai une chaîne en anglais et je voulais faire un podcast en mode, faire un espèce de podcast quotidien en français pour les gens qui apprennent le français. Et j'ai jamais réussi à m'y mettre en fait parce que j'ai eu un blocage, bref. Mais je me suis dit en fait, pourquoi pas changer de thématique ? Et du coup, faire du dev perso parce que... Enfin, dev perso, c'est pas vraiment dev perso, mais un petit peu, on va toucher à tout ce qui est émotion, etc. Mais du coup, c'est une thématique que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, et je sais que toi aussi. Bravo de te lancer, parce que je trouve que c'est important quand on a un projet à un moment donné de le faire. Et donc bravo, parce que là, tu as concrétisé. On est chez toi, les micros sont branchés, il y a la caméra, et beaucoup de gens restent un peu sur un état de projet et ne se lancent pas. Et moi, j'aime bien cette idée de passer à l'action. Donc, mais bravo. la procrastination, c'est un truc de fou. Quand tu veux créer un projet, tu peux te donner plein d'excuses pour ne pas le faire. Genre, j'ai pas le matériel, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'ai pas les bonnes personnes avec qui le faire ou que sais-je. Et en fait, on peut être vite dans l'inaction, je pense. Bah ouais, et l'inaction souvent vient de quelque chose d'intérieur, c'est souvent l'insécurité, les peurs qui nous placardent sur ah bah j'ose pas le regard des autres, la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé ou que le projet ne réussisse pas. Il y a deux peurs aussi, il y a celle de briller, il y a des gens qui ont peur en fait du succès potentiel et les autres enfin les autres, je fais des généralités, mais qui ont peur de l'échec aussi, donc et puis on est matrixé, je sais plus quoi trop matraqué, on va dire ça comme ça. C'est dans un monde où tout le monde lance plein de trucs, où il y a des gens qui réussissent et du coup il y a cette idée d'imposteur, mais est-ce que moi je pourrais réussir autant qu'un tel et un tel ? Parce que là, tu vois quand même quand tu dis ah ben tu m'as inspiré, c'est cool, mais tant mieux que tu y ailles en fait, et que tu restes pas sur juste le fait que moi je me considère pas avoir un truc qui cartonne non plus, mais qui a aujourd'hui son audience. Et en fait, même moi, je me vois que je suis bloqué des fois par certains podcasts qui cartonnent beaucoup plus. Et je me dis, mais en fait, à quoi je sers ? Mais en fait, on ne fait plus rien si on commence à se réduire à la comparaison. La comparaison tue. Ouais. Et en plus, des fois, ce qu'on oublie, et tous les deux, on est créateurs de contenu de base, donc on a un peu cet aperçu, c'est que on voit ce qui est filmé, mais des fois, j'oublie moi-même que tout ça, c'est monté. Enfin, ils ont peut-être des gens derrière qui les aident qui les ont coachés. Je sais pas moi, sur comment faire un podcast, sur le matériel à utiliser. Peut-être qu'ils ont des gens qui montent, qui mixent le son, j'en sais rien, tu vois. Et des fois, on voit juste, ce qu'on nous montre, ce qui est logique, et on oublie que en fait derrière, c'est pas, ça peut être beaucoup d'expérience qui fait que le podcast a certaines qualités. Le fait que, par exemple, je pense que tu connais le podcast In Power. C'est de qui déjà ? Louise Aubéry. Voilà. Ouais, je connais très bien. Et du coup, elle a un podcast qui est génial. Et moi, en le voyant, je me suis dit, ah, mais jamais je pourrais faire un truc aussi bien. Et en fait, j'ai un petit peu déconstruit cette idée en me disant que c'est pas grave si je suis pas un jour à son niveau, en termes de genre, je sais pas moi, de succès, d'abonnés, parce qu'elle fait beaucoup de vues et son podcast il est génial. Franchement, c'est mérité pour le coup. Mais j'essaie de me dire, on n'est pas obligé d'être comme les autres finalement, tu vois. Et même si, je dis n'importe quoi, même si j'avais que 10 000 abonnés un jour et que je plafonnerais à ça, en fait, si j'y prends du plaisir, le succès peut être mesuré de plusieurs façons en fait. Pas juste... c'est les chiffres, les abonnés, les vues, etc. Et évidemment, c'est important quand on crée du contenu, vu que on veut être vu, bien sûr. On ne peut pas dire qu'on s'en fiche des vues. Mais je pense que c'est important de s'en détacher un peu, je pense. Et de revenir aux joies et au sens de pourquoi on fait les choses, mais dans n'importe quel domaine finalement. C'est qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui fait sens, et d'avancer sur ce chemin. Et encore une fois, c'est pas évident, parce que dans la vie dans laquelle on est, des fois on perd ce but-là et on est justement, encore une fois, dans cette comparaison et on oublie le sens, alors que c'est ça le but. Je pense que Louise Aubéry sait très bien pourquoi elle le fait, et elle est très entourée, elle a une équipe aujourd'hui. Moi, je dis...
franchement, si c'était à refaire, le podcast, je sais pas, hein. Ah ouais? Quand je vois le boulot que ça a Mmh. été, si on m'avait dit le boulot que ça allait être, je me serais pas lancé. Mmh. J'ai pensé que faire un podcast, ça serait simple, sauf que j'ai décidé de créer aussi une chaîne YouTube et de filmer à 3 caméras en me disant: «Bon, je mets des caméras juste comme ça». Non, en fait, on met pas des caméras juste comme ça Ouais. et c'est devenu un boulot, presque à temps plein, aujourd'hui et vraiment, je pense que si on connaissait toutes les barrières, les complications qu'un projet amène, ben, on ferait peut-être pas. Mais comme une Mmh. relation. Peut-être que si Ouais. on savait vraiment toutes les problématiques, les engueulades et les problèmes, enfin ouais, les challenges qu'on allait vivre dans une relation, on arrêterait avant même de la commencer. Et c'est la Mmh. beauté de la vie, en fait, d'un moment Mmh. donné, y aller, parce qu'il n'y a pas de fluidité, quoi. Mmh. Moi, comment dire? J'ai déjà 9 ans, presque 10 ans de YouTube, comment dire? Derrière moi. Ouais. Je suis un peu du franglais dans ma tête, donc j'essaie de parler qu'en français. On Tu peux essaye. parler avec de l'anglais, c'est pas très grave, Ouais, hein. mais Ça bon, fait pour les partie gens de qui toi, hein. écoutent, je Ça- je vais passer pour le mec relou qui fait du franglais. Non, j'ai un peu une insécurité sur ça, c'est un peu bizarre. Mais bref. Mais j'ai un petit peu. Enfin, je me rends compte du travail que c'est. Donc, ça, c'est bizarrement pas quelque chose qui me dérange. Enfin, ça a pu me bloquer parce que, bien sûr, je me dis, si je devais faire un podcast avec un épisode par semaine, c'est une charge de travail conséquente, quoi. C'est pas juste on enregistre et on met en ligne, quoi. Je sais pas combien de temps tu mets pour monter, mais j'imagine que pour cet épisode-là, je mettrais facilement 2 heures de montage, 3 heures à tout réécouter. J'ai une amie à moi, enfin une amie youtubeuse, Esther Taïfé, si elle nous écoute un jour, d'ailleurs, j'aimerais bien la voir sur ce podcast un jour, ça serait cool. Qui me disait qu'en fait, quand elle fait des. Enfin, qu'elle disait sur YouTube, quand elle filme, elle réécoute pas tout. Et genre, moi, je fais waouh, le courage. Parce que moi, je dois tout écouter, quoi. Genre, que toutes les phrases soient bien, tout soit bien clair, que ce soit cuté au bon moment, etc. Et en fait, le lâcher-prise dont elle fait preuve, parfois, me fascine, quoi. Et d'où te vient cette envie de perfection? Bonne question. Bah, je pense que. C'est même pas une envie, ce besoin. Ouais, c'est une très bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que je suis pas perfectionniste dans tout. Avec le temps, j'arrive à beaucoup plus lâcher prise. Par exemple, je sais que depuis tout petit, j'adore chanter. Donc, c'est une de mes passions premières, j'ai envie de dire. Et tu sais, on a toujours envie d'être parfait. Enfin, on veut pas avoir la fausse note, on veut avoir le Mmh. bon placement vocal, on veut pas oublier les paroles, j'en sais rien, tu vois. Et parce qu'en fait, c'est tellement vulnérable et que je me sens tellement jugé, parce que je sais pas, enfin, je sais que toi, tu chantes ou tu as chanté en tout cas. C'est hyper vulnérable de chanter plus que de parler en public. Je sais pas trop pourquoi. Dans tous les cas, Mais c'est faire face à un public. ouais. Parce que parler, j'ai moins de mal. Parce qu'avant, j'enseignais, donc j'ai l'habitude de parler devant les gens et tout. Peut-être pas non plus des millions de gens, mais voilà. Mais chanter, pour moi, c'est un truc qui est encore assez vulnérable. Mais c'est beaucoup mieux. Et je pense que ça vient peut-être de là, tu vois. Le fait qu'on va me voir, même si il y a que la caméra, donc il y a personne qui nous regarde directement, il y a quand même des gens qui vont me voir. Et du coup, je veux aussi me dire que j'ai fait le meilleur boulot que j'ai pu faire, en fait. Il y a aussi un peu de ça, je pense. Je veux pas, après coup, me dire ah, j'aurais pu faire mieux. Mmh. Mais j'accepte aussi que, au moment où j'ai fait un contenu, une performance entre guillemets, je sais que ça serait peut-être pas aussi bien que ce que je peux faire après avec l'expérience, mais j'aimerais au moins qu'au moment où je l'ai fait, ce soit le mieux possible. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc je pense que ça vient un peu de là. Donc c'est vrai que moi sur YouTube, quand je fais des cuts, c'est vraiment à la milliseconde, je déplace le curseur un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas une respiration de trop, tu vois. Mais Ouais. c'est un peu chronophage du coup, donc. Totalement, il y a beaucoup de Hmm, choses que je pense que les gens ne voient pas, hmm, même dans toute création de toute façon. Et je pense que la perfection a ses limites, puisqu'à un moment donné, créer du contenu, faut savoir avancer et hmm, produire. ouais. Moi, si je m'étais arrêté, je te partageais en off mon premier podcast que j'ai fait, c'était une interview 2h45, c'était beaucoup Hmm, trop long, c'était une erreur, c'est pas grave. Je l'ai cuté, je l'ai publié, l'interview dure 2h15. Bah, c'est sûr honnêtement, c'est pas ma meilleure interview, mais en hmm, fait, les interviews ont évolué, là, j'arrive à mon 100e épisode hmm, et toutes les interviews ont évolué sur 100 épisodes. hmm, C'était impossible de garder en fait, ça pouvait être parfait dès le début, ouais. de toute façon. Donc quelque part, aujourd'hui, je suis beaucoup plus tranquille. Enfin, je suis un perfectionniste qui se soigne et qui laisse passer, du coup, les choses puisque ça sert à rien de Hmm, s'arracher les cheveux, des fois, pour des choses que les gens ne voient pas. hmm. Il y a un autre truc qui est aussi important, c'est que moi je me rappelle, enfin je vois la différence entre ma première vidéo sur YouTube et les vidéos que je fais maintenant, mais il y a un fossé. Déjà en termes d'efficacité,
Ma première vidéo, elle est basique à mourir et j'ai dû la monter pendant 4 heures. Genre, c'est pas vivable, tu vois, si tu veux faire du contenu. Mais aussi, il faut accepter que la première chose que tu fais dans un domaine, que ce soit même un truc créatif, la première chanson que tu chantes, etc., ça sera jamais forcément parfait. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et tant mieux, parce que si c'était parfait, bah en fait, tu te dirais, bon, bah, Mmh. je suis parfait, j'ai plus besoin d'évoluer, bah basta, quoi. Genre, limite, c'est un peu ennuyeux. Alors que voir un truc progresser et avoir. Je pense que le cerveau, il a besoin de nouveautés, tu vois, de voir que tu avances. Si tu fais du surplace, euh, finalement, c'est pas très stimulant, j'ai envie de dire. Mais c'est même dans la normalement, il y a pas de encore une fois, il y a pas de règles là-dessus, mais c'était lors d'un séminaire de développement personnel où le coach expliquait que le bonheur se trouve dans la croissance Hmm. et que si on est dans cette croissance toute notre vie, on touche une forme de bonheur. La croissance est l'idée de donner Hmm. à l'autre, alors à l'autre ou aux autres en tout cas, et de pas être, essentiellement sur son propre soi quelque part, mais d'être ouvert aux autres et d'être tout le temps en évolution. Et Hmm. je trouvais ça assez juste quelque part, parce que rester sur son canapé à rien faire et passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans Hmm. sans une évolution, je vois pas trop où on trouve son bien-être. Ouais. Et en même temps, ça m'évoque aussi le côté. Tu sais, quand tu crées du contenu et que c'est quelque chose que les gens vont voir, t'as aussi un petit peu. Comment dire? C'est un peu une sorte de timidité aussi, t'as peur de mal faire, le regard des gens, etc., comme j'ai un petit peu mentionné. Au début, on sera forcément pas bon, en tout cas beaucoup moins bon que ce qu'on sera après. Et, et c'est assez facile de tomber dans le côté ah, je vais mal faire et tout, les gens vont me juger, etc. Et en fait, bizarrement, j'ai pas eu ce problème trop sur YouTube. En même temps, tu sais, il y a le côté, t'es dans ta chambre, tu sais, t'as personne qui va te dire ah, t'es nul, tu vois, ou qui va te lancer une tomate dans ta chambre, tu sais. Donc c'est plus facile, mais je pense que c'est un truc enfin, sur lequel j'ai lâché prise assez vite, de me dire que, enfin, ce sera pas parfait, je serai pas parfait, peut-être même que même moi je me jugerais, je me dis mais en fait, on est humain quoi. Et je pense qu'on a un peu une culture, surtout sur les réseaux. euh, je sais, je parlais de comparaison où tu vois des vidéos qui sont parfaitement montées, des gens qui sont hyper à l'aise en podcast. D'ailleurs, ça me rappelle Antoine BM un peu, mais surtout Esther Taïfé. Donc, je vais la référencer tout le temps dans ce podcast, je pense. J'adore cette meuf, si elle nous regarde. C'est que les gens qui sont comme Antoine BM, qui sont hyper à l'aise, qui font des vidéos avec très très peu de cuts, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Et voilà, et on oublie, enfin, un peu comme je disais tout à l'heure, on oublie le fait que les gens, ils ont de l'expérience aussi. Parce que oui, ils semblent à l'aise, mais des fois, tu sais pas que ça fait peut-être 5 10 ans qui parlent devant la caméra, du coup ils sont hyper à l'aise, ils savent former leurs idées très facilement, ils ont peut-être aussi certes des facilités, hein, tu sais, des fois quand t'es extraverti tu peux être un peu plus à l'aise avec l'oral. Mais voilà, tout ça pour dire que j'essaie de mettre les choses un peu en perspective, tu vois. Parce que la Mmh. comparaison est facile, mais en fait quand tu parles aux gens, tu apprends qu'en fait ils ont gagné cette expérience et cette aisance souvent, tu Mmh. vois. Mais Mm. fut un temps dans une de mes vies, j'avais lancé un business autour de l'immobilier locatif Mm. avec une création de contenu, de vidéos par semaine, de la visibilité sur Instagram. Ma toute première vidéo, ça a été une catastrophe. Elle dure 10 minutes, je l'ai enregistrée en 3 heures parce que j'étais incapable de faire cette vidéo. Mm. Ben, au bout de 3 ans, je faisais 2 vidéos par semaine et ça me prenait quasi le temps de la vidéo en fait. Mm. Ça allait beaucoup plus vite. Ça, effectivement, un pianiste, qui commence à apprendre le piano et c'est pas la même chose, le Mm. premier jour et des en fait, c'est quelque chose de commun, je pense, chez les gens et moi le premier, c'est d'oublier le Mm. process, Mm. le temps que les choses prennent. Les choses ne sont pas rapides. Ça prend forcément du temps. Mm. C'est rare que ce soit en un claquement de doigts. Mm. Quelqu'un qui, réussit un business, combien il en a craché avant? Beaucoup d'entrepreneurs racontent ça, à quel point Mm. il y a eu des échecs Ouais. finalement avant de réussir. Et peu importe, tu vois, tu peux peut-être aujourd'hui se lancer ce podcast et finalement tu changeras dans 3 semaines ou dans 6 mois et tu relanceras un autre podcast. Mm. J'ai un pote en question, il a lancé 3 podcasts avant d'avoir un podcast qui explose, Mm. de thématiques différentes. Ouais. Il a suivi ses envies et il a accepté de changer aussi. Mm. Bah, c'est marrant que tu parles d'échecs parce que c'est un sujet que j'adore énormément, parce qu'on en parle très très peu finalement. Encore une fois, je reviens sur le fait que quand tu vois du contenu, c'est du contenu très bien fait, bien cadré, avec des gens qui ont plein d'expérience, et en fait, on parle jamais de ça. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de partager un échec dans ta vie? Peut-être en termes de création de contenu ou un truc artistique que tu as fait. J'ai du mal à voir les échecs parce que ça.
j'ai toujours réussi à transformer Hmm. l'échec. Et j'ai pas de regrets. J'en parlais tout à l'heure avec mon meilleur ami, on parlait de mon ancienne relation, et il me disait, si tu revenais en sachant 9 ans plus tôt, avant la rupture, est-ce que tu retournerais dans cette relation? Oui. Hmm. Je revivrais les choses telles qu'elles sont. Évidemment, il y aura peut-être des ajustements parce que je serais au courant de la suite. Mais je remettrais pas les choses à la poubelle, en fait. Hmm. Heu, j'ai pu faire confiance dans l'investissement immobilier à un entrepreneur, heu, à qui j'ai signé, en fait, un début de travaux où j'ai donné 5 000 balles, pour débuter les travaux. Il a disparu, il m'a jamais rendu l'argent. J'ai perdu 5 000 € comme ça, en un virement. Le mec, Chaud. il a littéralement disparu. Ça a été l'enfer, ça a été très compliqué, c'était un escroc, je le savais pas, je me suis fait avoir. Bon, bah, oui, ça a été difficile, mais c'est que je le vois pas comme un échec. Oui, il y a eu une erreur de ma part sur la personne qui était en face de moi, j'ai pas fait les bonnes vérifications. Mais quelque part, ça m'a appris, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hmm. Bon, bah, voilà, j'ai appris Hmm. et ça me permet juste d'avancer et je vois pas ma vie comme un échec et je pense que ça, c'est une question peut-être d'état d'esprit et je me rends compte que l'état d'esprit soit te bloque, soit te permet d'avancer et j'ai la chance d'avoir naturellement un état d'esprit qui avance, pas Hmm. qui reste bloqué sur ses échecs. Sans quoi, plein de fois, ça n'aurait pas, j'aurais arrêté ou Hmm. même, je dirais, j'aurais pas tenté, Hmm. de toute façon. Intéressant. Non, c'est intéressant. Mais en fait, il y a une idée qui m'était venue il y a pas si longtemps. C'est j'ai pas eu, ça m'est jamais arrivé qu'on m'arnaque genre une somme d'argent conséquente particulièrement, mais je vois des fois. Alors, c'est facile à dire, hein, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement tragique de perdre 5 000 €. Enfin voilà, je vais pas minimiser ça, mais, mais je pense qu'aussi, des fois, c'est aussi le prix à payer pour apprendre une leçon, tu vois. Mais en fait, on peut parler d'argent, mais même en termes de temps quand, quand on est en couple et avec une relation qui marche pas ou qu'on juge, en tout cas sur le moment que c'est un échec, bah en fait moi j'essaye un petit peu de transformer le truc et de me dire c'est quoi la leçon, tu vois. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que des fois il peut se passer des trucs hyper difficiles dans notre vie, émotionnellement, on peut parler de décès, on peut être trompé en couple, je sais pas, enfin peu importe les traumatismes ou les expériences négatives qu'on peut avoir. Mais ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de transformer ça en un truc positif. Pas en mode ouah, trop cool, je me suis fait tromper, ou Mmh. quelqu'un est décédé, pas du tout. Mais plus en mode bah, qu'est-ce que je peux en retirer en tout cas, tu vois. Mais pas. J'ai pas non plus envie d'être dans la positivité toxique, tu vois, où tout est bien, tout est machin. Non, mais plus dans le sens où, oui, bien sûr, il y a des trucs qui sont vraiment nazes et c'est ok d'être hyper Mmh. déprimé dans un certain moment de ta vie. En même temps, de se dire, qu'est-ce que j'ai appris aussi, tu vois, comment Mmh. ça m'a fait grandir, comment j'ai évolué, etc. Moi, je. Et c'est le coach David Laroche, qui est un coach enfin, j'aime pas trop dire parce que pour moi, c'est plus un entrepreneur qu'un coach. En tout cas, en développement personnel, il explique toujours de mettre en avant pas les avantages, mais en tout cas, oui, enfin si, c'est pas les avantages, heu, Les un bienfaits, peut-être. non, c'est un synonyme de bienfait et d'avantage. Les Bénéfices. bénéfices. De mettre toujours les bénéfices en avant. En fait, quel est le bénéfice de cette situation? C'est pas évident. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment après ma rupture, sur quels sont les bénéfices de ma rupture. Effectivement, il y en a plein, mais j'ai du mal à les mettre en perspective. Enfin, j'ai eu du mal à les mettre en perspective par rapport à la douleur que je Hmm. ressentais. Hmm. Néanmoins, je comprends ce système de voir les bénéfices, puisque un sentiment négatif vient toujours Hmm. d'une perte de quelque chose, peu importe. La perte de 5 000 € m'amène un sentiment négatif. Hmm. Après, il faut voir comment le sentiment se manifeste en soi, mais il y avait un sentiment négatif. La rupture, c'est la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'un confort, d'une sécurité, d'un amour, enfin après, Hmm. peu importe la perte que l'on a. Hmm. Et évidemment, la mort d'un être vivant, enfin, qui est plus vivant du coup, mais d'un être cher ou d'un animal, c'est aussi la perte. Hmm. Et ou un ami qui disparaît, peu importe. Souvent, le côté négatif vient d'avoir l'impression de manquer de quelque chose. Et du coup, David Laroche invite à toujours voir en fait les bénéfices pour rééquilibrer, pour ne pas rester dans ce sentiment Hmm. douloureux, mais en fait voir quel peut être ce bénéfice qui remet en fait un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri et qu'on va Hmm. bien, c'est juste de soulager en fait la douleur que l'on ressent. Hmm. Moi, une histoire je dis histoire de manière un petit peu humoristique, c'est qu'en fait, pour chaque situation, je dirais il y a une histoire qu'on peut se raconter, tu vois. L'histoire peut être
c'est horrible, jamais je m'en remettrai, cette personne me manquera toute ma vie, etc. Ou on peut se dire, oui, bien sûr, elle me manque maintenant, mais en fait, c'était peut-être juste une personne de passage dans ma vie. De passage, ça peut être un long passage, mais juste qui était là, avec qui j'ai passé un bon moment, je regrette pas, j'ai grandi, etc. Et du coup, avoir des pensées beaucoup plus positives, ou en tout cas, au moins essayer d'être neutre, parce que des fois, il y a des situations où vraiment, tu as le droit de te dire, bah écoute, Mmh. j'ai perdu 5000 euros, c'est de la merde, quoi. Je vais pas dire trop bien, évidemment, Oui, totalement, mais hein. tu peux aussi de voir ça, comme tu as dit, un peu, bon, bah écoute, Mais ça m'a pris du temps, hein. j'imagine. Ah ça c'est vraiment ça a été des nuits blanches, je tiens enfin, c'est vrai que quand j'explique ça comme ça, il y a un côté très théorique, mais après je parle aussi de choses concrètes qui m'ont pris du temps, mais en tout cas, il y a ce travail de parce qu'effectivement, à un moment donné, quand il t'arrive une merde, bah, tu la prends en pleine face et en fait, ça va pas et tu as le droit de te plaindre. Je trouve justement que c'est important. J'ai vachement pris de recul sur Mmh. tout le développement personnel ou même la spiritualité qui est un domaine dans lequel je baigne un petit peu, mine de rien, avec mon podcast. C'est de prendre du recul là-dessus et qu'à un moment donné, on a le droit, d'aller boire un mojito et de se plaindre avec un pote. C'est en fait hyper OK. Ouais, On n'est ouais. pas toujours obligé d'être dans, une pensée positive et Mmh. de faire du yoga et de méditer et en fait d'être une sorte de petit Bouddha. Pour moi, Ouais. ça, c'est une sorte de fantasme. Mmh. Peu de gens, vivent vraiment ça. J'ai appris en interviewant, quasi 100 personnes aujourd'hui, des gens que je mettais sur un piédestal et que j'admirais, que la plupart du temps, ils ont des problématiques, qui sont presque les mêmes que les miennes, ou en tout cas d'autres problématiques et que tu as beau être successful, vendre des livres, avoir de l'argent, avoir, des pour certains des millions d'abonnés sur Instagram, Mmh. c'est pas ce qui rend heureux Mmh. et tous, sans exception, passent par des zones des périodes en tout cas, très, 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 très compliquées, Mmh. des épisodes dépressifs ou autres et ça m'a permis de prendre vachement de recul en fait. Sur un moment donné, on se calme sur, cette idée enfin, encore une fois, je parle beaucoup pour moi, mais sur l'idée de fantasmer l'autre Mmh. qui a les mêmes problématiques, quoi. Ouais. Non, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant que j'ai, passé beaucoup de temps à déconstruire. Bon, je vais pas revenir, mais c'est par rapport à la comparaison et en fait, on voit pas tout, en fait, on n'est pas au courant de tout. Mais du coup, pour en revenir aux 5000 euros, comment est-ce que ça a été pour toi, émotionnellement? Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai jamais, enfin, c'est le côté, de se faire un petit peu, entuber, quoi, en fait, concrètement. Comment tu l'as vécu? Bah, moi, ça a fait ressortir beaucoup de colère en moi, énormément. C'était pas le premier investissement que je faisais. C'est vrai que je me suis mis dans l'immobilier, j'ai vécu des années plutôt en tant qu'artiste. Je faisais de la musique, je chantais, je faisais des clips. Enfin, j'étais vraiment dans un mood très, très, très artistique. Enfin, j'ai vécu à Londres, j'ai écrit un livre. On est beaucoup plus sur l'aspect artiste qu'entrepreneur Mmh. et j'ai eu un switch à mes 30 ans, après un voyage de 6 mois en Asie. Je suis rentré en France et j'ai été viré de l'appartement dans lequel j'étais depuis 12 ans. Et c'est ce qui m'a mis en tête de chercher un appart et d'ouvrir le monde de l'immobilier, qui s'est transformé dans le monde de l'immobilier locatif grâce aux youtubeurs, puisqu'en fait, j'avais beaucoup de questions sur comment acheter un appart, et puis un notaire, et puis ceci. En fait, plein de Mmh. questions. Et plutôt que d'aller sur Google, j'allais sur YouTube. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à faire de l'investissement, à acheter un premier appart, un deuxième. Grâce à tout ce que j'apprenais, je me suis formé en fait sur le sujet. J'ai totalement switché de l'artiste à un côté entrepreneur, on pourrait même dire businessman. J'ai vécu à découvert pendant une grande partie de ma vie et tout d'un coup, j'apprenais à gérer mon argent. Mmh. Pour moi, dans la vie, tout est possible parce que j'ai vraiment switché en 6 mois de l'artiste à l'investisseur. Vraiment, je l'ai fait. Par contre, j'ai bossé, je me suis formé, Mmh. j'avais des rendez-vous à la banque. J'ai juste changé mon état d'esprit. Et donc, à partir du moment où j'investissais dans de l'immobilier, je me sentais beaucoup plus sûr de moi. Je me formais et j'ai commencé à former les gens, en tout cas à les aider à investir. Donc, il y avait un côté où je sais ce que je fais, puisque ça, encore une fois, ça a pris quelques temps et en deux ans, j'étais vraiment, bah, je faisais que ça, donc Mmh. j'étais très carré sur le terrain. Et du coup, bah, quand j'ai rencontré, cet entrepreneur et que, bah, comme tu dis, il m'a entubé des 5 000, j'étais pas prêt à ça parce que je me pensais un peu intouchable, genre je sais tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis, c'est qu'on ne sait pas tout. Mmh. Et c'est encore cette phrase, hein: «La confiance n'exclut pas le contrôle». Mais en fait, on n'a pas la vérité absolue et même quand on se croit arrivé, on n'est jamais arrivé et du coup, ça m'a mis très en colère. Ça a fait ressortir de chez moi ce truc de: «Ah, en fait,
je peux pas tout contrôler. Mmh. Parce que je pense que j'ai et je commence à travailler dessus cette idée de me détacher du contrôle qui bouffe ma vie quelque part, d'être tout le temps dans un contrôle absolu et donc bah, en immobilier, je voulais tout contrôler aussi, sauf qu'on peut pas tout contrôler et lui, ben, je me suis planté et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère qui a duré et je suis allé très loin parce que, la colère chez moi Mon f me fait, sortir le pire visage de qui je suis. Je suis quelqu'un de très solaire, de très souriant, de très gentil, mais quand la colère débarque, je peux devenir la pire pourriture Mmh. et parce que je me sens blessé. Encore une Mmh. fois, je deviens pas, comme ça, pour le plaisir, c'est parce que je me sens blessé Mmh. et donc j'ai commencé à contacter un pote avocat, mais il me disait: «Franchement, on va pas faire grand-chose parce que vu son statut et en fait, c'est pas la première fois qu'il fait ça, je suis désolé de te dire, on peut envoyer des lettres, on peut le mettre en justice, mais t'es pas le seul. En fait, dans la ville, j'étais la 5e personne en 4 mois qui faisait ça. Ça, je le savais pas et du coup, travaillant comme journaliste, en télé, j'ai bossé sur des émissions de retrouvailles et j'avais une personne qui s'occupe en tant que détective un peu de retrouver des gens Oh. et donc je lui ai demandé de me faire une recherche sur cet entrepreneur, sur cet artisan et il m'a donné, le nom de ses parents, de sa sœur, il m'a donné plein d'informations avec des numéros de téléphone et j'ai commencé en fait à le menacer OK. et j'ai appelé sa sœur qui m'a dit qu'elle parlait plus avec son frère depuis des années parce que c'était un escroc, mais j'avais le nom de sa copine, de sa fille et du coup j'ai commencé Waouh! à l'artisan à le menacer en fait, je me reconnaissais plus. C'est-à-dire que, j'étais face à quelqu'un qui me disait: «Je vais te rendre ton argent, t'inquiète pas, ou les travaux vont se faire». Il me trouvait toujours une excuse, il le faisait pas. Mmh. Moi, ça a soulevé une colère absolue et donc bah, je disais, «Ta fille, elle s'appelle tant, elle est à tel lycée, t'étonnes pas si tu la revois pas» et je me suis vu Mmh. être dans un comportement en fait où je c'est pas mon tempérament, mais en fait, je peux comprendre que selon en fait, on peut tellement être détruit émotionnellement par quelque chose qu'on voit comme une injustice que ça m'étonne pas que des gens pètent des câbles, Mmh. en fait. Là, quelque part, ça se passait en Bretagne. Moi, j'étais à Paris. J'avais pas l'opportunité qu'on se voit et en fait, tant mieux qu'il y avait cette distance. Comme ça, ma colère, je l'ai vécue à Paris et justement, j'ai pas été faire quelque chose que j'aurais regretté, finalement et Mmh. j'ai préféré lâcher parce que comme m'a dit mon avocat: «Est-ce que tu préfères qu'on passe des années à tenter qu'il soit condamné, mais vu le dossier, il y a peu de chances que tu récupères ton argent ou est-ce que tu préfères là, trouver un autre entrepreneur, mettre ton appartement en location le plus vite possible et récupérer, finalement des loyers rapidement et te refaire quelque part?» Ouais, rediriger un peu ton énergie finalement, ouais. Exactement. Mmh. Où est-ce que tu mets ton énergie? Mmh. Et là, on est vraiment dans un cas concret parce que souvent, c'est facile de dire, où est-ce que tu mets ton énergie, mais quand justement tu as l'injustice, la colère Mmh. et que quelque part tu as presque envie de faire du mal, ben, ça demande un vrai travail sur soi, de prendre du recul et de te dire: «Mais qui suis-je? Où vais-je? Et quel est l'important aujourd'hui, en fait?» Mmh. Et du coup, je suis curieux, est-ce que ça menait à quelque chose finalement, tu sais, tu me racontes les menaces que tu as faites, les informations que tu as trouvées sur, le mec, ça menait à rien du tout finalement, enfin, oui. Non, non, juste, à approfondir le fait que c'était un escroc Mmh. et que j'étais mal tombé et justement, encore une fois, hein, où est-ce que je mets mon énergie par la suite Mmh. et avancer, c'est une histoire pour moi qui est une histoire ancienne. Je reviens peu dessus parce que, même si ça fait partie du passé, c'est pas quelque chose d'agréable. En vrai, ça a été une dure période pendant 4 5 mois Mmh. où pour moi c'était beaucoup parce que même si, l'immobilier a changé ma vie, même financièrement quelque part, parce que je partais vraiment, d'un mec qui était à découvert constamment, 5 000 € c'était pas rien et du C'est coup énorme, ouais. j'étais dégoûté et il faut savoir que c'est marrant parce que, justement, j'ai toujours été, enfin mon podcast Zéba Nico que j'ai sorti il y a 2 ans, qui est beaucoup plus sur le développement personnel et la spiritualité, ça a toujours été présent dans ma vie, même quand je faisais de la musique, même quand je suis parti à Londres. J'ai écrit un livre quand j'avais 22 ans qui s'appelait «Apprendre à se découvrir» et aujourd'hui j'ai un podcast sur l'alignement personnel et en fait, des fois, je me dis: «Tout est lié, les choses n'arrivent pas par hasard, on a une essence, on a tous, ce petit truc qui vibre en nous et qui va s'exprimer, en fait, de différentes manières dans sa vie et et même dans l'immobilier, il y avait une forme de dépassement de soi
comme le podcast ou comme apprendre à se découvrir, c'est se dépasser, c'est évoluer. Et, et pourquoi je te dis ça? Parce que je te parlais de comment t'avais vécu le truc, enfin comment ça s'était terminé. C'est que oui, c'est assez marrant. Je vois une astrologue depuis 17 ans, pour une astrologue numérologue pour connaître un peu ma météo de l'année. Mhm. J'aime bien ce genre de choses, en fait, j'ai toujours été curieux de ça. Et cette année-là, elle m'avait dit de ne pas investir parce que j'allais avoir des merdes dans mes investissements. C'est-à-dire qu'elle m'a autant suivi en tant qu'artiste qu'investisseur. Et c'était drôle parce que, comme elle m'expliquait, son frère qui faisait du business, quand il devait faire un investissement, il demandait toujours conseil, du coup, à elle et à son avocat. C'était les deux personnes pour faire un Deux domaines investissement. très différents du Ouais, coup. exactement. Et du coup, elle m'avait dit de ne pas investir cette année-là. Et c'est drôle parce qu'à la fin de la séance, elle m'avait dit: t'es têtu, alors je sais que tu n'en feras qu'à ta tête. J'en ai fait qu'à ma tête. Ça a été chaotique parce que là, je te parle de cette problématique-là, mais il y en a eu bien d'autres autour de cet investissement. Et effectivement, j'ai perdu de l'argent et ça a été une année catastrophique avec cet appartement-là. Mais l'année d'après, qui était une année beaucoup plus positive énergétiquement, j'ai revendu l'appartement et j'ai fait 20 000 euros de plus-value. Donc j'ai Mhm. récupéré ma mise et j'ai en plus gagné de l'argent. Mhm. Et des fois même, je me dis, quelque part, est-ce que tout était écrit? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait comme une énergie, Mhm. ou est-ce que j'ai transformé l'essai l'année d'après, quand elle m'a dit que c'était une année très positive et j'ai transformé la chose? J'en sais rien, mais c'est Mhm. une petite anecdote qui me fait sourire en général. C'est intéressant parce que tu parlais de la colère noire que tu as ressentie, les émotions vraiment très désagréables. Bah, comme j'ai dit, j'ai pas vécu un cas où on m'a arnaqué particulièrement, mais je vois un peu, enfin le parallèle que je pourrais faire, peut-être que ce sera ton expérience aussi, mais c'est quand tu vis une rupture amoureuse douloureuse, hein, parce qu'il y a des ruptures qui se passent très bien, tant mieux, heureusement qu'il y en a, mais c'est où on a tous, je pense, été dans une situation où on se reconnaît même plus, on devient fou, on est obsédé, je sais pas, on peut même stalker notre ex sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est des moments où on se reconnaît pas. Je pourrais raconter, mais en fait, comme ça implique des gens de la vraie vie, j'ai pas forcément envie d'être trop précis, parce que moi, je peux raconter, je m'en fiche, mais voilà, par rapport à mon ex, je contactais des gens qui connaissaient, en gros, pour avoir des nouvelles, etc. Et ça a pris beaucoup de temps pour moi d'en sortir. Et quand je regarde un peu en arrière, je me dis, mais ouais, mais j'ai pété un câble, quoi, j'étais pas moi-même. Mais en fait, parce que je pense que la douleur émotionnelle, parce qu'on a tellement un besoin qu'on veut combler, vu que moi, la manière dont je vois les choses, c'est que les émotions négatives ou désagréables, c'est en gros un besoin qui est pas comblé, tu vois. Ou alors un besoin qui était Mmh. comblé avant et qui l'est plus d'un coup, Une voilà. perte? Voilà, une perte. En fait, je pense qu'on on l'explique différemment, mais oui, c'est Ouais. la même idée, ouais. Et du coup, quand ce besoin il est pas comblé ou quand on a cette perte, on devient complètement taré, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que notre cerveau se raccroche un peu aux branches, tu vois, en mode, faut que je comble ce besoin. Et en fait, comme ce besoin peut pas être directement comblé, bah, quand c'est une rupture, c'est la personne n'est plus là. Dans ton cas, c'est t'as plus cet argent. Bah, tu sais, tu te raccroches à tout ce qui est autour et ce qui peut un petit peu te rapprocher de ce besoin et ça nous fait complètement péter les plombs, quoi. Et c'est Mmh. assez fascinant. En même temps, moi, j'ai pas trop de culpabilité par rapport à ça. Bon, j'ai pas fait des trucs graves de toute façon, mais avec du recul, je me suis dit, en même temps, c'était une émotion super dure à gérer, quoi. Donc c'est évident que j'ai fait de la merde. Enfin, genre, j'étais pas capable, j'étais pas avec mon. Tu sais, je différencie le cerveau émotionnel et le cerveau logique. C'est pas des termes scientifiques, mais bref. Mais j'étais vraiment dans l'émotionnel pur. J'étais pas en train de me dire. J'étais pas en train d'avoir une démarche très raisonnée, quoi. Et en fait, je lâche prise sur ça. Je me dis, mais en fait, moi, je trouve ça déculpabilisant cette pensée que je me dis parfois, c'est de me dire, bah, j'ai fait comme j'ai pu au moment où je l'ai fait, en fait. Et Mmh. toi, par exemple, le fait que tu aies donné 5 000 euros, bah, à ce moment-là, tu lui faisais confiance. T'étais pas capable d'autre chose que de lui faire confiance quelque part. Euh, c'était pas dans ton champ du possible de te dire il va m'arnaquer ou quoi, et du coup, bah, t'y allais. Et en Ouais. fait, voilà, comme une relation, t'es dedans, tu essaies d'être positif, que Mmh. ça va fonctionner, bah ça fonctionne pas, bah tu pouvais pas savoir en fait. On n'a pas le contrôle sur le futur, littéralement, quoi. Donc, J'ai tendance à penser que on fait du mieux qu'on peut ouais, avec les cartes ou les ouais, clés que l'on tout à a. fait, ouais. Ça me paraît un peu logique, même des choses mal que l'on peut faire ou on peut aussi dire à quelqu'un, t'as mal réagi. En fait, il a fait du mieux avec les cartes qu'il Ouais, avait et avec ses propres blessures, ses propres ouais, insécurités, ses tout à propres fait. envies et ses propres besoins à combler. De plus en plus, j'essaye de prendre vachement de recul en fait sur les réactions des gens, sur mes propres réactions, parce que je me rends compte que chacun a ses propres problématiques, ses propres challenges à gérer à des moments clés en fait, et son propre vécu. Et, et c'est vrai que quand je vois des gens qui se plaignent, ah un tel il a réagi comme ça, ou il a fait ci, il a fait ça, je me dis, laisse couler, pas en Mmh. vrai.
Passe à autre chose. C'est c'est j'ai commencé l'année dernière, en fin d'année, une thérapie comportementale et cognitive, Oh. justement pour voir, quelles sont les pensées exactement qu'il y a dans ma tête. Et C'est très dev perso. Enfin, je pense que le dev perso s'inspire beaucoup de ça, non le Ouais. dev perso s'inspire énormément de ça Mm. parce que, Mm. Les heu émotions, etc., les pensées. exactement, c'est-à-dire qu'il y a une américaine entrepreneuse qui s'appelle, Brooke Castillo, qui a fait le modèle de Brooke. Mm. Et en fait, il se trouve que c'est pas le modèle de Brooke. Elle en a fait un business et elle fait des millions avec, mais c'est le modèle de Beck qui est un modèle psychologique, c'est de la psychologie pure Mm. sur il y a un fait qui amène des pensées automatiques, qui amène une émotion, qui amène un comportement et un résultat. Et ça, Brooke Castillo l'a monétisé à mort dans du dev perso pur, mais à la base, c'est de la psychologie, Mm. ni plus ni moins. Et donc, ben, en allant voir une psychologue en thérapie cognitive et comportementale, et ben, je fais mes petits tableaux du coup là-dessus. Et elle a découvert que j'avais des TOC, en fait, troubles Mm. obsessionnels compulsifs, qui vient d'un besoin de contrôler. Et à un moment donné, elle m'a dit, quand tu es dans une situation qui se passe pas comme tu veux, parce que tu contrôles pas, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que l'histoire peut se raconter autrement? Du style, moi, un truc où j'aime bien contrôler, c'est les places de concert. J'aime bien être très bien placé. C'est un truc important pour moi, mais du coup, je mets énormément trop d'énergie là-dessus et mes tocs, par exemple, peuvent subvenir quand je mets 6 heures à chercher une place de concert et c'est vrai que c'est pas normal, les gens ne font pas ça. Moi, je peux passer 6 heures, si les places sont en vente à 10 heures, je peux être de 10 heures à 16 heures l'après-midi à faire des calculs de place. C'est complètement barge, je me soigne, ça va beaucoup mieux, mais en tout cas, il y a cette idée de si je suis mal placé, parce que ça peut arriver, tu peux justement ne pas contrôler, pour faire du recul, mais si je suis mal placé, c'est est-ce que je peux me raconter une autre histoire et rendre la scène beaucoup plus drôle, sympa? Est-ce que c'est grave? Et est-ce que demain je m'en souviendrai? Mm. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dans la vie, en vrai, bah, 6 mois plus tard, ça nous passe au-dessus. Mm. Et c'est pour ça que se plaindre de un tel qui a fait ci, ou il s'est passé ça, il m'a fait une queue de poisson, il m'a bousculé. En vrai, Mm. aujourd'hui, je prends vachement de recul et je me dis: «Ça sert à rien de se Mm. prendre autant la tête». Et je me pose ces 3 questions. Comment je peux me raconter une autre histoire? Est-ce que c'est grave? Et est-ce que je m'en souviendrai demain? Mm. Encore une fois, je pense ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pense de la même façon, enfin, on a les mêmes idées, mais on les formule différemment. Moi, j'ai un petit peu cette perspective, pardon, de me dire, est-ce que sur mon lit de mort, est-ce que cette chose sera vraiment importante, quoi? C'est un Mmh, peu, un petit c'est peu plus pareil. dark, Ouais, mais mais c'est un peu genre, est-ce que, je sais pas moi, bon, après comment dire? Oui, ma dernière rupture, par exemple, je peux me dire, est-ce que c'était vraiment la fin du monde? Bah oui, c'était de la merde pendant 3 4 mois, mais en fait, ça va, quoi. Tu ouais. vois, finalement? Est-ce que je vais mettre de l'énergie, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur ça? Et je me dis: «Bah, oui», après ça veut pas dire qu'on n'a pas des émotions négatives, qu'on revient pas un peu dessus, qu'on rumine pas et cetera. Mais, j'essaie de me dire, «C'est OK, en fait, je peux pas contrôler, j'y peux rien, en fait», tu vois? Et encore une fois, j'ai beaucoup de pensées, je pense que ça vient aussi beaucoup d'insécurité que j'ai, mais j'essaie de me rassurer en me disant: «Bah, c'est pas ma faute, j'ai fait du mieux que je pouvais», et peut-être, comme tu disais aussi, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, tu vois. Et je pense que mon ex, c'était pareil, ça n'a pas marché parce qu'il ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Et c'est des pensées qui m'aident beaucoup à lâcher prise, je pense. De me dire, Mais c'est quoi ta plus grande insécurité? hmm, je pense que c'est de pas être aimé ou apprécié. Ce qui du coup, peut-être, tu sais, tu parlais de la perfection et d'être perfectionniste, mais je pense un peu par rapport à ça. Après, je pense que beaucoup de gens ont cette pensée, hein, je pense pas être très unique, très original. Mais c'est vrai que ça peut m'affecter, pas forcément sur internet bizarrement. Genre moi je gère très bien les commentaires qui vont dire: «Oui, je suis pas d'accord avec toi». Bon à la limite ça c'est constructif, mais les gens qui vont dire, je sais pas, ils vont me critiquer, ils vont m'insulter et tout. Mmh. Franchement, je laisse assez vite couler. Mais c'est plus, dans les interactions sociales, je vais être très, self-aware de me dire, comment est-ce qu'on va me percevoir, tu vois? Même si en même temps je sais que je peux pas plaire à tout le monde, tu vois? Parce que c'est une phrase qui me vient, c'est, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, mon but, c'est pas de plaire à tout le monde, je peux pas de toute façon. Enfin, je pourrais pas. Il faudrait que je Mmh. sois différent pour chaque personne pour me caler dans leur moule de ce qu'elles jugent être une bonne personne ou que sais-je. Mais je sais que socialement, je peux toujours être un peu. J'ai peur d'être un peu awkward, tu vois, de me dire ah, est-ce que j'aurais dire ça et tout. Et maintenant, en fait, j'essaye.
je travaille beaucoup sur ça, de me dire, bah, je suis OK avec le fait que des gens vont pas m'aimer, en fait. Genre, oui, des fois, je suis un peu hystérique, des fois, je peux parler, je vais parler sans filtre, et ça peut saouler des gens, et je me dis, bah, en fait, j'ai pas envie d'être autrement que ça, en fait. Mmh. Je pourrais, mais c'est énormément d'énergie, quoi, de toujours devoir se contrôler tout le temps. Et en fait, moi, j'apprécie vraiment le côté, comment dire, genre le fait d'être moi-même et authentique, tu vois. Je sais que c'est des mots un peu clichés dans le dev perso, Ouais. mais d'être moi-même, en fait. Et de me dire, si les gens ne m'aiment pas, c'est pas à propos de moi, en fait, c'est pas de ma faute. Moi, je peux pas contrôler, enfin, j'ai pas vraiment le contrôle sur ce que les gens, comment les gens interprètent ce que je dis, tu vois. Moi, j'ai une intention. J'espère que quand je fais une blague et que je parle sans filtre, par exemple, j'espère que les gens vont le prendre bien, mais en même temps, s'ils le prennent mal, bah, j'ai pas forcément de contrôle. Bon, bien sûr, si j'ai fait une blague vraiment, comment dire, offensive, offensante, Ouais. offensive, oui, bien sûr, c'est différent. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, genre, Mais il y a une sorte de règle qui est que 30 des gens vont t'aimer parce qu'ils sont dans la même énergie que toi. hmm, 30 vont ne pas t'aimer, voire te détester parce qu'ils ne collent pas du tout à ton énergie. hmm, Et 30 n'auront aucun avis. Ça va leur passer ouais, au-dessus et ça leur fait mais ni chaud ni ils vont froid. t'oublier 2 secondes après, quoi. Et ça, c'est quelque chose. Bah, t'es bien placé pour savoir ça, puisque la semaine dernière, tu as eu la gentillesse de m'accueillir pour la préparation de mon anniversaire, où pour la première fois, je me mettais en drag queen. Ça a été quelque chose de très, 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 très compliqué pour moi, de très challengeant. J'avais extrêmement peur de faire ça parce que je pense que j'avais un vrai problème d'assumer une forme de féminité, aussi assumée que d'être en drag queen avec tout ce que ça comporte, de féminin. Est-ce qu'on n'aurait pas une sortie de zone de confort pour Ah revenir au podcast, finalement? bah, ça, c'est je pense ma plus grande toute ma vie, il y a des zones, des sorties de zone de confort. Ma vie est faite de sorties de zone de confort, tout le Hmm. temps. Que ce soit la musique, l'immobilier, de l'humanitaire en Inde, écrire un livre, partir vivre à Londres, partir en Colombie sans parler espagnol en sac à dos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas j'aime autant la sécurité que j'aime la zone d'inconfort. J'ai un Hmm. besoin d'un équilibre des 2. Pour moi, la vie se vit par cette harmonie-là, Hmm, cet hmm. équilibre, vraiment cet équilibre. Et justement, devenir drag queen le temps d'une soirée pour mon anniversaire était totalement une sortie de zone de confort. J'ai déjà été sur scène, mais par contre, un show drag, c'était autre chose et ça me mettait face à plein d'insécurités personnelles, Est-ce que tu veux développer un peu sur sur tes insécurités? Enfin, pourquoi ça a été difficile pour toi de faire ce défi, on peut dire? parce que je pense que ça vient toucher le fait que j'ai aucun enfin, a priori, j'ai aucun problème enfin, j'ai aucun problème à l'idée d'être gay parce que moi, ça a toujours été naturel et à 6 ans, très jeune, en fait, j'ai su que j'étais homo, donc c'était pas trop le souci. Mais je pense que je me suis battu à un moment donné pour représenter une forme de masculinité. C'est quelque chose qui est peut-être commun dans le côté gay, c'est que quelque part, en fait, on pense souvent que peut-être dans le milieu homo, il y a une ouverture, mais en fait, dans le milieu homo, il y a plein de cases Hmm. et les gens se mettent dans des cases et du coup, bah, il y a un peu la case, soit t'es alors en plus là, je schématise et je mets moi-même des gens dans des cases, hein, mais potentiellement, il y a tu féminin efféminé ou t'es masculin Ouais. et du coup, moi, j'ai beaucoup contré, en fait, cette idée de ne pas être efféminé et mmh et en fait, j'ai eu beaucoup d'acné à l'adolescence, qui a été très, très compliqué, à gérer pour moi et donc à 14 ans, 13-14 ans, je mettais du fond de teint. Mais je mettais pas du fond de teint pour le plaisir de mettre du fond de teint, je mettais du fond de teint parce qu'en fait, je préférais le fond de teint au bouton, à Hmm. choisir. Sauf que je culpabilisais de mettre quelque chose qui était féminin. Donc je me suis construit sur une homosexualité où il y avait du féminin dû à mes boutons, enfin, il y avait du féminin avec le fond de teint, mais dû en fait à mes boutons. Mais en fait, c'était tout ça se mélangeait dans ma tête et donc à un moment donné, par exemple, le fond de teint, c'est devenu, heu, quelque chose qui m'a que j'ai où j'ai toujours eu un peu honte, en Hmm. fait. Alors que ça vient pas du tout du côté gay ou d'envie de me maquiller. Ça vient juste d'un problème de peau et d'envie de camoufler ce problème de peau. Mais donc j'ai toujours un peu rejeté, ce côté féminin en mode: «Il faut que je fasse le plus masculin possible». Je pense que je vais même faire en sorte d'être toujours plus masculin que je ne le suis lors d'une première rencontre, pour ne Tu fais quoi, par exemple? bah, je vais éviter de dire que je fais une soirée drag queen pour mon anniversaire.
Tu vois, déjà, c'est un truc. Enfin, les petites Ouais. conversations date que j'ai pu avoir ces dernières semaines, les gens sont pas au courant. Ils savent que je fais une soirée à thème, mais ils savent pas le thème de la soirée finalement. Et après, non, c'est juste être un peu bien rangé. Hmm. Je vais pas croiser les jambes lors Hmm. d'un premier date. Après, voilà, là, je suis très naturel avec toi, donc là, tu me vois naturellement. Je me balade pas en talons chez moi, hein, dans l'idée. Je pense que c'est juste essayer d'être plus cadré, vraiment en mode je suis classique. Ouais. Alors que j'ai quand même une originalité, même une originalité artistique, etc., Hmm. etc. Et en fait, c'est pas parce que je me mets en drag queen que justement, dans mon quotidien, il y a une sur-féminité qui ressort. Et je pense que tout ça a fait que m'a. J'avais peur en fait d'assumer une féminité 100% de maquillage, de talons, de perruques, de tout ce qui va avec, jusqu'à la veille de cette soirée où je me suis dit en fait j'en suis pas capable, j'y arriverai pas. Hmm. Et il a fallu que je demande du soutien auprès de deux de mes meilleurs amis pour savoir, pour qu'ils me redonnent pourquoi tu, encore une fois, le sens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais cette soirée? Hmm. Pour m'amuser et pour que les gens connectent. Donc c'est pas à propos de moi. En fait, c'est Hmm. moi je fais ça et j'organise une soirée à thème et t'y vas à fond. Et finalement, je me rends compte que ça me rend pas plus féminin d'avoir passé une soirée en drague. Hmm. Et que j'ai souvent entendu des drag queens qui expliquaient que leur féminin exacerbé permettait d'assumer davantage leur masculin. Je dirais pas à ce niveau-là, mais je comprends. Qu'en fait, le féminin peut aussi faire accepter plus le masculin. Et en fait, encore une fois, on a tous une part de féminité et de masculinité dans dans qui on est. C'est intéressant que tu parles de masculinité et féminité parce que c'est un truc. Parce que moi aussi, du coup, je suis gay, je dis ça pour. T'es au courant, hein, je sais, mais. Ah bon? Je vais être un petit peu mené du contexte, les gens qui vont nous écouter sans se dire, mais de quoi ils parlent. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui. Je suis pas allé au bout du raisonnement, donc je suis encore en réflexion sur ça, mais c'est des, comment dire, c'est des lectures du monde ou de l'homme gay, enfin, parce que c'est surtout chez les gays qu'on a cette problématique, je pense. Hein. Je suis pas hétéro, donc j'en sais peut-être rien, mais c'est des concepts qui me gênent beaucoup parce que c'est encore une fois le fait de mettre dans des cases les gens, tu vois. Et tu sais, il y a toute cette mode sur Grindr, masque for masque, etc. Et en fait, et ça me rappelle un mème qui était en gros, c'était en anglais, donc je vais traduire ça euh, à l'arrache, quoi, mais c'était en gros, n'oublions pas que les masques faux masques, ils ont jamais rien fait pour les gays, quoi, et qu'en fait c'est les folles, les femmes, les Les femmes, drag queens ouais voilà, les aussi. drag queens, etc., qui finalement ont fait beaucoup plus pour la cause gay, et c'est vrai que je trouve que limite c'est un peu, comment dire, en fait j'ai un peu, c'est un peu primitif comme pensée, donc j'ai un peu intimidé avec le fait de la formuler comme ça, parce que je suis pas allé au bout du raisonnement, mais il y a un peu un côté, c'est presque insultant d'être en mode ouais, moi je suis comme un hétéro et d'avoir en fait les bénéfices des féminins entre guillemets, tu vois, si je simplifie beaucoup Hmm. le trait, Ouais. quoi. Et ça m'énerve assez profondément, on va dire. Déjà parce qu'en fait, je trouve ça un peu dommage de juste s'arrêter à tu fais féminin, tu fais masculin. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, d'avoir des. Déjà, la binarité masculin-féminin est un peu problématique, je pense, Hmm. et simplifie un peu trop le monde, mais je comprends pourquoi on le fait. Hein. En tant qu'être humain, on simplifie beaucoup les choses, c'est normal, mais en même temps, je sais pas, cette dualité me gêne pas mal. Pourtant, je suis pas du tout dans une vibe de je suis non-binaire ou quoi, je suis un homme cis, etc. Mais ça me pose pas de problème d'un point de vue pas théorique, mais éthique peut-être. Je sais pas si c'est vraiment le Oui, mot, ou bah, moral, je sais pas. c'est comme ça que je l'entends en tout cas Ouais. dans ce que tu dis. Je pense que le monde est fait de cases, Hmm. dans tous les cas. Euh, c'est pour ça que ce milieu gay, de l'extérieur, on pourrait imaginer que le milieu gay est une case, mais en fait, dans cette case, il y a plein de sous-cases. Hmm. Tout comme dans un milieu hétérosexuel, comme j'imagine, je sais pas, dans le secteur de l'hôpital, des profs, tu vois, des trucs où chacun va être dans des cases à un moment Hmm. donné. Le monde est fait de cases. Et parce Hmm. que ça rassure. Et je pense que quand tu es masculin, dit masculin, enfin tu te considères masculin et que tu recherches des personnes masculines, tu te mets toi-même dans une case qui va aussi avec une forme d'envie. Mais après, on va pas, enfin, tu vois, tu peux pas faire la psychologie de chacun quand tu rencontres quelqu'un comme ça pour lui dire, ah mais alors, d'où tu reviens, ton masculin, c'était un problème avec ton père ou avec ta mère. Enfin, tu vois, Ouais. t'es pas à faire tout le temps ça, mais en fait, on a tous une évolution dans la vie et nos propres
problématiques à gérer et nos propres, encore une fois, envies, besoins, qui fait qu'à un moment donné, voilà, on se met dans cette case et Mmh. peut-être que dans 10 ans, ces personnes-là vont totalement évoluer ou pas. Mmh. Enfin, j'ai pas Ouais. encore un avis. Et en fait, après la soirée drague, il se trouve que j'avais du vernis, enfin, je m'étais fait une manucure Oui, je avec me rappelle, du ouais. vernis. Et la manucure était très compliquée à enlever. Donc j'ai pas réussi à l'enlever, donc je suis parti au boulot. Mais c'était pas juste du brillant, c'était quoi déjà? C'était du doré. Ah, doré là, Quand oui, donc même, pas ça juste se voyait transparent, un quoi. petit peu. Et je suis reparti, le lendemain, j'étais au boulot et je suis parti, bosser avec du vernis sur mes mains. Alors je bosse en télé, donc c'est quand même un milieu qui est très ouvert pour le coup. Mmh. Et enfin, j'ai pas de problème avec ça, mais ça me faisait bizarre d'être dans le métro et d'avoir mon téléphone à la main et d'avoir du vernis sur mes ongles. J'ai pas ressenti beaucoup de gens qui regardaient, quelques regards. Au boulot, quelques personnes m'ont fait la réflexion. Encore une fois, au boulot, c'est très ouvert, donc c'est: «Ah, c'est génial ton vernis, c'est top», c'est plutôt un compliment, ou moi Mmh. très vite: «Non, non, mais c'est une soirée, je porte pas du vernis», donc il y avait Tu quand te même toujours, défends, ouais. voilà, fallait que je me défende, que non, non, c'est j'arrive pas à l'enlever, mais ça va partir. Mmh. Et alors que c'était des compliments qu'on me Mmh. faisait. Et j'ai remarqué, même pour avoir interviewé dans mon podcast Flo de la Vega, des frérots de la Vega: Ça me dit quelque chose. «Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le temps des Non, je crois sirènes». non, attends, mais moi, des fois, j'ai des références culturelles genre naze, quoi. Je connais jamais rien. Ça Peut-être, énerve tous mes amis, mais je bref. pense que les gens qui Peut-être qu'ils écoutent, connaîtront, voilà, voilà. ils connaîtront les frérots de la Vega. Et donc Flo de la Vega, c'en est un. Ils se sont séparés, en fait, en tant que groupe. Et Jérémy Frérot a continué en solo, il cartonne. Et Flo de la Vega a décidé d'aller dans une vie plus spirituelle. Donc je l'ai interviewé sur comment on quitte le succès, l'argent, pour retomber dans une vie beaucoup plus classique. Et en fait, lui, il a du vernis à ongles, hein. Mais c'est un mec, enfin, oui, il a les cheveux longs, il est très, très baba cool, hein, dans l'idée, il a des tatouages, les cheveux longs et il a du vernis. Et il se fait insulter sur les réseaux parce qu'il a du vernis. Ouais. Il se fait insulter de guette, PD, de tout ça, alors que le mec, il est hyper hétéro. Et je me suis rendu compte qu'il y a des mecs hétéros qui portent du vernis et ça ne remet pas du tout en cause Mmh. leur masculinité. Et c'est là que j'ai commencé aussi à prendre du recul sur les codes d'aujourd'hui, qui sont de plus en plus, ouverts, quoi. Mmh. Bah, quand on parle de masculinité, on parle surtout de si on parle de straight passing, tu vois? Donc en gros, avoir l'apparence d'un hétéro, enfin, faire hétéro, quoi, on pourrait dire. Et je pense que ça vient un peu de là, ce côté, il faut être masculin et cetera. Et hem et en fait, ça m'énerve. Genre vraiment, je déteste ça. Mais surtout, genre, quand sur Grindr, t'as toujours, c'est un truc que moi je ferais jamais, c'est dire, «Je veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça». Parce que moi, je me dis, hem, comment dire? C'est un peu violent à lire. T'imagines, genre, par exemple, je sais pas, je suis pas asiatique, mais si j'étais asiatique, quelqu'un me dit, «Pas d'asiate», je fais: «Bah, ouais, Mmh. c'est horrible, enfin, je veux dire, c'est pas sympa». Non, c'est vraiment assez cruel, assez violent, j'ai envie de dire. Ou pareil, que des musclés, donc c'est-à-dire que tous les autres, ils peuvent aller se faire voir, tu vois? Et genre, et en même temps, j'en parlais avec un ami, peut-être qu'il écoutera ça et il se reconnaîtra, mais il me disait: «Mais en même temps, on a tous des préférences». Et du coup, je suis d'accord avec enfin, je vois les 2 points de vue et je sais pas comment moi me situer. Parce que je peux comprendre en soi, hein, qu'on soit pas attiré par des gens qui sont en surpoids ou qui sont très maigres ou que sais-je, tu vois? Ou qui ont les yeux bleus, que voilà. Mais en même temps, quand ça touche à des trucs qu'on peut pas vraiment contrôler, ça me pose problème. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si toi enfin, tu penses quoi, toi, de tout ça? Je comprends ton point de vue, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, heu, je pense qu'exprimer ses préférences, why not? Mais en exprimant ses préférences, il y a aussi, on pourrait qualifier une forme de racisme, de rejet, Ouais. en fait, Discrimination de peut-être, ouais. Mmh. discrimination, totalement. Et ça, quelque part, j'ai appris, avec mon expérience, qu'on n'est pas à la place des autres. Et mon père s'est remarié avec une femme sénégalaise, et j'ai des frères et sœurs qui sont métis. Mmh. Et en fait, depuis que j'ai des frères et sœurs métis qui ont aujourd'hui entre 8 et 13 ans, ben, je sais ce que c'est le racisme. Là où en tant qu'homme blanc, oui, j'ai connu, l'homophobie. Bon, c'est une forme aussi de discrimination, autre. Mais en tout cas, j'avais pas connu, ce qu'est le racisme, d'être harcelé, à l'école primaire, ou ma belle-mère qui passe à la caisse et qui se fait arrêter pour vérifier si elle a rien Mmh. volé. Parce qu'en Bretagne, être noir pose encore un problème Mmh. aujourd'hui. Et du coup, ça, je trouve que c'est, je
je comprends davantage. J'en ai parlé, j'ai fait un épisode avec le journaliste Harry Roselmack de Mm. TF1 et on a parlé justement du racisme et il m'expliquait bien que quand on n'est pas à la place des gens, on minimise la réalité des autres. Encore une fois, prendre du recul en fait sur ce que les gens vivent. Mm. Et donc tant qu'on n'est pas asiatique, tant qu'on n'est pas noir, tout comme des gens qui parlent à notre place, ils Mm. sont pas gays, mais ils vont parler à notre place. En Mm. fait, ils sont pas à notre place, ils savent pas ils ont pas notre vécu. Mm. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Et justement, quand on dit je veux pas, je sais pas, je veux pas de black dans un profil, bah en fait, la personne qui est black, ça renvoie à beaucoup Ouais. plus que juste j'aime pas les yeux verts. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait, ouais. Mm. Ouais. Et je pense que c'est là où est un peu la. Tu vois, où il faut faire Mm. attention. Le fait que quand t'es pas, comment dire, si t'es pas noir, tu peux pas savoir ce que c'est le racisme, par exemple. Enfin, si t'es pas de couleur plutôt. Et si t'es pas gay, tu peux vraiment savoir ce que c'est l'homophobie. Vraiment, bien sûr, on peut en entendre parler, on peut peut-être avoir une idée de ce que c'est, mais on l'a pas réellement vécu. Et moi, le sujet du racisme, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré. Non pas que je sois un expert, hein, mais j'ai beaucoup écouté le podcast Kif Taras. De Rokhaya Diallo et Grace Lee, et c'est un podcast que je trouve super intéressant. Et en fait, c'est un sujet que j'aimerais, j'espère avoir peut-être Rokhaya Diallo un jour sur ce podcast, ça serait génial, je suis hyper Mm. fan d'elle. On a un petit peu interagi sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais elle est énormément critiquée. Et par exemple, en fait, il y avait un. Comment dire. J'essaie d'avoir beaucoup de recul sur les choses, c'est pour ça que je parle de ça. C'est un moment, il y avait eu une polémique, je sais pas si tu avais suivi, c'était sur les pansements genre de blancs, enfin c'est beige pour les blancs, et du coup, qu'il y avait pas, que du coup, c'était pas adapté aux peaux noires en fait. Et les gens ont pris ça un petit peu en mode, oh c'est bon, c'est un pansement, vous voyez le racisme partout. Et en fait, j'ai réfléchi et je comprends l'idée en fait. Et je pense que si t'es pas un petit peu tourné vers le fait de vouloir comprendre le point de vue de l'autre, tu peux dire non mais c'est bon, c'est quoi, c'est woke, le racisme ça n'existe pas, c'est des vieux trucs, tu vois. Et en fait non, moi je comprends parce que, enfin j'essaie de comprendre, je sais pas vraiment évidemment, mais je peux comprendre que si t'es une personne noire, tu dises mais en fait c'est un monde qui est fait pour les blancs et le pansement c'est juste un rappel de ça. Bien sûr c'est qu'un pansement, c'est un objet, mais c'est une chose parmi tant d'autres et je pense que beaucoup de gens dans ce genre de polémique ils captent pas ça. Il y avait un autre truc, je sais plus c'était quel journaliste. Moi, les noms, c'est compliqué, mais j'essaie de mettre ça en texte sur la vidéo. Mais c'était une journaliste qui parlait d'espaces de parole qui sont pour les personnes de couleur ou les noirs en particulier, mais je pense que c'était personnes de couleur, et qui disait que les blancs étaient bienvenus, mais s'ils venaient, ils n'avaient pas droit à la parole, quoi. En gros, ils devaient se taire. Et les gens ils disaient, oh, racisme anti-blanc, etc. Et en fait, en tant qu'homosexuel, je pense qu'on peut faire des parallèles. Bien sûr, on comprend pas exactement, mais on peut faire des parallèles dans le sens où nous, on a été victimes de discrimination. En tout cas, on est dans un monde qui est hétéronormé, du coup on est entre guillemets un peu rejeté, ou on n'est pas la norme en tout cas, la majorité, enfin peu importe comment on peut le formuler, mais et les gens disaient oui c'est du racisme anti-blanc, on n'a pas le droit de s'exprimer et tout, je fais mais non mais je comprends que tu veuilles vous vouliez être entre vous. Parce que comme si moi j'invite mes meilleurs amis et qu'un ami moins proche va me dire ouais tu m'exclus, je fais bah non je suis avec le cercle avec lequel je Mm. veux être, enfin tu vois. Et je sais pas si c'est une bonne analogie mais moi c'est comme ça que je le vois. Et ces polémiques sont vraiment intéressantes et je pense que ça reflète vraiment le fait que les gens savent pas forcément se mettre à la place des gens. Je dis pas qu'il faut tout comprendre, tout accepter, mais je trouve qu'on gagnerait beaucoup à essayer de s'ouvrir l'esprit, de se dire ok, c'est vrai que moi, a priori, moi, mon état émotionnel, ou comment dire, tu sais, t'as une résistance en toi, tu vas mais non, mais c'est débile, ça n'a pas de sens. Ouais, si tu t'arrêtes, tu dis ok, est-ce que je pourrais prendre le temps de voir un peu le point de vue de la personne, quitte à pas être d'accord, hein, évidemment, il Mm. s'agit pas d'accepter tout, mais de se dire ok, c'est pas mon point de vue, mais je peux comprendre d'où ça vient ou quelle est l'intention, le chemin de pensée derrière ça. Et c'est un truc que j'essaie beaucoup de cultiver parce que je pense qu'on a beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors je dis ça, en même temps je me base sur Twitter où c'est vraiment comment dire, comment dire ça sans être vulgaire. Tout le monde insulte, tout le monde s'envoie sur la gueule et tout. Mais même dans la vie de tous les jours, on peut voir des gens qui peuvent dire ouais non, c'est bizarre, je comprends pas. Un dernier exemple, c'est aussi tout ce qui est par rapport au transgenre, etc. J'ai pas comment dire, je suis pas allé au bout de ma pensée sur ça parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'en sais pas assez pour vraiment avoir un avis. Et j'ai envie de dire, c'est pas ma communauté, enfin c'est pas mon comment dire ma sphère, donc peu importe mon avis, mais j'aime bien me questionner. Enfin bref. Mais j'essaie un petit peu de m'excuser pour pas que les gens ils disent ouais je suis contre les transgenres, pas du tout. En fait j'ai pas assez d'opinion, mais je trouve que c'est intéressant quand même pour moi d'aller voir des vidéos où les gens en parlent, tu vois, pour essayer de comprendre. Il y a plein de choses que je comprends pas encore et que j'aimerais comprendre, mais de me dire ok c'est pas ma vie, c'est pas du tout un truc avec lequel je peux m'identifier, mais c'est intéressant de voir comment les gens enfin, d'avoir accès à des expériences différentes. Alors, en plus, avec YouTube, on a accès à ça super facilement. Enfin, et plein d'autres plateformes, bien sûr, où les gens partagent leur Ouais. expérience. Et moi, je trouve ça fascinant.
et ça me sidère un peu que les gens soient vraiment en mode: «Ouais, c'est une idéologie, machin, je sais pas quoi». Je fais: «Mais, enfin, après j'ai sorti plein d'idées dans en 10 minutes de monologue, mais ouais, je trouve que c'est dommage qu'on n'essaie pas d'être plus ouvert Ouais. d'esprit et En d'essayer fait, d'accepter l'autre, quoi. ce que tu essayes de dire, de toute façon, c'est de se mettre à la place de l'autre, tout comme, ça l'est, déjà, ne serait-ce que dans les relations hommes-femmes, Mmh. où effectivement, quand on est un homme, on n'est pas à la place d'une femme. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de me balader à Paris, avec ma meilleure amie et qu'elle se fasse siffler tous les 100 mètres, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et donc, bon, on peut pas, enfin, c'est bien de se mettre à la place des gens parce qu'en fait, être féministe, on peut comprendre, à plein des égards. Et enfin, globalement, j'ai pas peur quand je me balade à Paris. Je sais qu'être une femme, si tu rentres de soirée, c'est autre chose. Mmh. Tout comme, je en drag queen, je serais pas rentré seul. Ouais, je comprends, Il y ouais. a des En fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus dangereux et Mmh. donc bah, effectivement, il faut prendre soin de l'autre, en fait, je pense, Mmh. en règle générale. J'ai une petite liste de 7 questions, laquelle je te réserve. C'est une question que j'aime beaucoup. C'est, si ton toi du passé était dans cette pièce, c'est un peu bateau, hein, mais je trouve cette question intéressante. Le mec, il déglingue sa question avant même de la poser, quoi. Donc si ton ancien toi, ton toi du passé était là dans cette pièce, qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être tu peux garder en tête les insécurités que tu avais à l'époque, les trucs que tu avais peur de faire, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui te viendra en tête? Quand tu dis que c'est une question bateau, c'est quand même une question, je trouve, en tout cas pour ma part, assez, pas évidente Non, c'est dur, je pense. ouais, à répondre parce que, mon moi du passé, tu peux le dater ou pas? Tu peux décider. Tu peux même dire à l'âge qu'il avait, Ouais, je dirais à l'adolescence où je me suis retrouvé, relativement seul puisque mes parents ont divorcé, que ma mère est partie dans le sud et que mon père travaillait beaucoup et après il est parti justement vivre en Afrique où il a rencontré ma belle-mère. Mais donc j'ai été construit à partir de mes 14 ans, j'ai quasi été seul en fait de mes 14 à 18 avant de venir à Paris. Il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes et peu de cadres, pour ne pas dire aucun cadre. Et dans le sens où tu te sentais livré à toi-même, tu veux dire? bah, j'étais très libre, hein, je faisais OK, ce que je voulais. J'avais pas de bah, j'avais personne pour vérifier l'heure, OK. personne pour me dire, où aller, quoi faire, et pourtant j'ai été en cours, et je me suis bien tenu. Mais à l'époque, j'étais passionné par la musique et heureusement, si j'ai pas eu la musique, je sais pas ce que je serais devenu, j'avoue. Mmh. Et et à cette époque-là, je dirais, dans mes moments de doute, je lui dirais juste heu, ta vie, enfin, tu peux réaliser ce que tu veux. Tu pourras réaliser ce que tu veux. Donc aie confiance en la vie parce qu'en fait, tu peux prendre des trajectoires, à 180°, c'est possible. Mmh. Tu ne vas pas t'ennuyer. Mmh. Je pense que tu vas pas t'ennuyer, tu ne seras pas seul. Là où j'avais de la solitude en fait Mmh. qui était là et donc peut-être me rassurer sur l'idée que je vais avoir des projets, je vais pas m'ennuyer et je vais réaliser mes rêves. Alors, j'ai encore beaucoup de temps pour réaliser mes rêves, mais en tout cas, j'ai déjà réalisé énormément de mes rêves dans ma vie, dans mon parcours, dans ce que j'ai fait. Je suis très satisfait de tout ce que j'ai fait. Maintenant, voir qu'est-ce que je vais construire davantage, on verra, hein. Mmh. Le temps nous le dira. Ouais, ouais. Sinon, j'ai une question. J'espère que c'est OK d'aborder ce sujet, mais c'est un sujet qui, enfin, je l'aborde parce que c'est un sujet qui me trotte beaucoup dans la tête, comment on pourrait dire? J'allais dire qui me fait vriller, non, peut-être pas, mais qui crée un peu du brouhaha mental, on va dire. C'est le fait, moi, un truc qui m'angoisse en ce moment, Ouais. c'est vieillir. Et genre, toi, la question hyper brutale, genre, toi, c'est quoi ton rapport au temps, au fait de vieillir? Non pas que tu sois vieux, c'est pas ça, bien sûr, mais tu vois, moi, par exemple, genre, je t'explique un peu mon ressenti, c'est que, tu sais, je vois mes parents vieillir, après, tu sais, au bout d'un moment, quand t'as la trentaine, même avant, hein, bien sûr, mais de plus tu vis, plus les gens autour de toi commencent à mourir, de ta famille, des proches, et cetera. Mmh. Et du coup, ça te ramène beaucoup à ton existence, en fait. Je pense que c'est pour ça que, en partie, quand il y a des décès dans ton environnement, bah, ça te renvoie à toi, au fait que tu es en mode, bah, tu limité, quoi. On va pas vivre toute une éternité. Et moi, c'est une source de beaucoup d'angoisse, à vrai dire. Est-ce que pour toi, c'est un sujet ou pas? C'est, je pense, l'une de mes plus grandes insécurités, liée, justement à cette idée de ne pas être aimé et Mmh. d'être rejeté. C'est que plus le temps passe, plus j'ai une peur de vieillir, qui se tient à la enfin, c'est le côté physique. C'est ça que j'ai Ouais, moi aussi, qui ouais. me fait peur.
Et donc je fais tout pour ne pas faire mon âge. Alors je fais tout. Je ne fais pas mon âge naturellement et on va dire que C'est vrai. je tente de cultiver, en tout cas ça. Et c'est pas évident parce que ça se joue. Alors, je fais du botox depuis 3 ans. Ah, je savais pas. Ouais, ce qui est, voilà, j'en ai pas fait depuis. Ah, si, je pense que j'en ai encore un peu. C'est quoi la démarche? Parce que moi, j'y connais rien du tout à tout ce qui est c'est la chirurgie Non, c'est esthétique, de la non? médecine Médecine esthétique esthétique, et ouais. en fait, ça touche le haut du visage. C'est Mmh. pour enlever ce qu'on appelle les pas de doigts sur le coin des D'accord. yeux, ride du lion qui se trouve Ouais. entre les deux sourcils et le front. Donc, c'est OK. des piqûres qui vont se faire vraiment sur ces trois Et qui zones-là, paralyse le muscle, du coup, c'est qui ça? Ouais. paralysent le muscle exactement et qui ralentissent l'effet des rides. Mmh. Par conséquent, c'est très efficace. C'est beaucoup plus efficace qu'une crème anti-rides. Alors, je suis pas là pour faire de la publicité hein, sur le botox. Néanmoins, j'ai pas trouvé mieux pour vraiment avoir un résultat qui clairement te donne un coup de jeune et qui, enfin, c'est vrai que quand je fais du botox, bah, j'ai plus de rides, hein. Mmh. Enfin, je devrais pas dire ça, mais Matt Pokora, hier était à la Star Academy, je suis pas le seul à faire du botox, hein, Mmh. il y a les implants et le botox chez lui Il a aussi, quel hein. âge, lui, Il a déjà? 39. 39, OK. 39 et tout le haut du visage ne bougeait pas hier. Mmh. Son front ne bouge pas, il a pas de rides quand il sourit. Heu, Quelqu'un qui a 39 ans, qui a aucune ride et où le haut du visage ne bouge pas, c'est du botox. Anguille sous roche, ouais. Il y a un Il y a truc, il y a un truc, évidemment. Mmh. Et donc ça, c'est une partie, mais à la limite, c'est pas très grave, si ce n'est que ça c'est un peu comme ma thérapeute comportementale et cognitive. Comme elle m'explique, c'est qu'on met des stratagèmes dans notre vie pour éviter bah, moi, c'est l'anxiété, mais pour éviter une émotion. Mmh. Moi, le botox, c'est pour éviter une anxiété de vieillir. Mmh. Dans mon besoin de contrôler, je commence à enlever les fameux stratagèmes que je mets dans ma vie qui me fait contrôler les choses. Mmh. Parce que je pense qu'on a tous des tocs, hein. On a tous des moments où on essaye d'éviter une émotion et on met des stratagèmes. Bien sûr, ouais. Et donc, pour le temps qui passe, bah, le botox va en faire partie. C'est pas très grave. Par contre, dans les relations, ça peut être plus compliqué. Parce que j'ai beau vieillir, je vais rester sur une tranche d'âge de rencontre. Et en fait, je me rends compte que rencontrer des mecs qui ont 22, 24, 25, au-delà du fait que potentiellement je vais les trouver beaux, c'est plus me rassurer d'être validé par des gens plus jeunes. Mmh. Je ne veux pas faire ma vie. Enfin, j'ai passé là 9 ans avec une personne qui avait mon âge. J'avais aucun problème avec l'idée d'être avec quelqu'un qui avait mon âge. Alors après, on s'est rencontrés, on a passé 9 ans ensemble, donc on s'est rencontrés sous la trentaine, et on a passé le cap de la trentaine et de la trentaine bien entamée ensemble. Mmh. Aujourd'hui, je veux pas trouver quelqu'un de plus jeune, mais la façon de me rassurer, c'est d'aller chercher de la validation de gens plus jeunes que moi. Or, je me rends compte que c'est peine perdue et si je ne règle pas ça, bah, en fait, ce sera un cercle vicieux toute ma vie. C'est intéressant. Moi, c'est vraiment un truc qui m'angoisse de fou parce que il y avait, une psy sur Twitter, heu, c'était une américaine, qui disait, «On parle pas assez du trauma que c'est de voir, ses parents vieillir», tu vois? Après on peut l'élargir à ses proches vieillir et cetera et c'est vrai que, comment dire en anglais? «It hit really hard», tu vois? C'est vraiment genre, waouh, c'est exactement ça Mmh. et moi je sens l'insécurité de fait de me dire, «Je vais perdre des gens un jour», tu vois? Mmh. Et moi quand j'étais petit, je m'étais construit une sorte d'histoire très immature quand j'étais petit. Je me disais: «Tant que ma grand-mère est vivante, ma mère elle est protégée, quoi». Parce que dans ma tête, on meurt dans l'ordre quelque part, quoi. Alors qu'en fait, en pratique, on pourrait, voilà, ça pourrait être autrement, mais Dieu merci, non, mais bref. Mais une fois que ma grand-mère est décédée, ça a créé, un déclic chez moi en mode, «Waouh, ma mère, c'est la suivante, quoi». Alors pas Mmh. maintenant, genre, j'espère pas, mais un jour, tu vois? Et Mmh. ça et je pense que ouais, c'est le rappel à la réalité de me dire que les gens autour de soi, de moi, sont pas illimités. Ils vont un jour partir, peut-être même certains plus tôt que prévu, Ouais. malheureusement et c'est pas que j'ai du mal à le gérer, mais je me demande comment les gens qui sont beaucoup plus vieux que moi le gèrent. Mais par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais allé sur Reddit. Je sais pas si c'est très connu en France, Reddit. C'est une sorte de Je forum. connais, ouais. Si les gens connaissent pas, voilà, c'est une sorte de forum. Et en gros, quelqu'un disait, je sais plus comment c'était formulé, mais en gros, il demandait aux seniors qu'est-ce que ça fait de vieillir, quoi. Et ou qu'est-ce que vous diriez à des gens plus jeunes. Et puis ils disaient tous, vivez votre vie. C'est des trucs pas clichés, hein, c'est leur Mmh. expérience, hein, c'est légitime. Mais après, il y a aussi des gens qui disaient, bah moi, ça me fait bizarre de voir quelqu'un qui est vieux dans le miroir alors que je me sens jeune. Ouais. Et je trouve ça Mmh. fascinant comme idée, de me dire en fait je me reconnais pas, c'est pas moi dans le miroir. Ouais. Et moi je pense que cette idée me fait peur de me dire un jour j'aurai les cheveux Mmh. blancs
Et je lui dirais, mais c'est pas moi. Genre, Ouais. je ressemble pas à ça, c'est pas possible. Et pour moi, ça a vraiment, ça fait un truc chez moi, je sais pas quoi. Je me suis dit, ouais, mais c'est hyper flippant en fait de vieillir. Enfin, moi, maintenant, j'ai que 32 ans. Je sais que les gens ils vont dire, ouais, ça Ouais. va, calme-toi le jeune, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est un truc qui Mmh. me. Je sais pas, je pense que c'est la trentaine qui nous fait un truc, quoi. Mais les années passent vite Ouais. et ce que tu disais, j'en parlais avec ma mère récemment qui me disait qu'elle a pris conscience qu'elle vieillissait quand les gens proches autour d'elle commençaient à mourir Hmm. et j'ai trouvé ça effectivement très juste parce que ça c'est ce que tu disais là, hein, quelque part et en même temps, moi il y a c'était en 2018, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis qui venait de fêter ses 30 ans et pour l'anecdote qui est peut-être pas l'anecdote la plus gaie, mais qui montre que la vie peut s'arrêter à tout moment. Je préparais, l'anniversaire de mon meilleur ami, Simon que tu connais, Mhm. qui allait fêter ses 30 ans et on avait prévu de partir, à Budapest, 2 semaines après et on préparait vraiment sa soirée des 30 ans, tout ça et je faisais un énorme livre où je recueillais tous ses potes qui faisaient des mots, des messages, des dessins, plein de choses et j'avais vu ce fameux ami qui s'appelait Christophe, qui était assez connu dans le monde politique puisque, son histoire est devenue, publique. Il était marié à Jean-Luc Romero, qui est, député, du 12e arrondissement, Ok. dans tout ce qui est, lutte contre, bah, l'homophobie, le sida, le droit de mourir dans la dignité. Enfin, il y avait beau voilà, ils étaient publics, hein, tous les 2 et donc en fait, j'ai vu mon pote Christophe pour lui faire signer le livre, Où voulez-vous? Et en fait, qui est un bar dans le Marais et on a pris une bière. Moi, je suis rentré, chez moi parce que je devais faire signer à quelqu'un d'autre, donc j'avais pas accepté une deuxième bière parce que je devais faire un détour pour faire signer le livre à quelqu'un d'autre pour rentrer chez moi ensuite et en fait, je l'ai jamais revu puisqu'il est mort dans la nuit et et ça, je l'avais pas prévu. Il s'est passé quoi? Enfin, si c'est pas indiscret. Il avait une relation, en fait, ils étaient en couple ouvert et il a été faire un plan sexuel, et en gros, il est mort d'un arrêt cardiaque suite à la prise de drogue, Hmm. avec du chemsex Hmm. et donc Jean-Luc Romero, le député, enfin son mari, député du 12e, en a beaucoup parlé dans les médias quand c'est arrivé, parce que justement, aujourd'hui, c'est l'un de ses nouveaux combats, de combattre, la drogue dans la sexualité de la communauté gay principalement et parce que f là, il se trouve qu'il s'est retrouvé avec quelqu'un qui apparemment était mal, attentionné. En tout cas, on ne connaît pas la version officielle puisque T'es pas là, quoi. voilà, l'autre a cherché à se dédouaner, Mhm. mais il aurait bu une bouteille de GHB en pensant que c'était de l'eau, ce qui lui aurait, une bouteille entière, ce qui aurait fait un arrêt cardiaque Wow. et donc le lendemain, ça c'est quelque chose d'assez, bah, qui n'arrive pas tous les jours, de gérer, un ami qui répond plus au téléphone, qui donne plus de nouvelles, qui ne se présente pas au boulot et donc bah, quelles sont les dernières personnes qui l'ont vu? Ben, c'était moi la veille et ce côté, bah, où qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je sais pas, je sais pas. Moi, je suis parti, je sais pas, lui, il prenait un Uber, il rentrait, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé et d'être un peu au cœur de ce truc-là et il avait 32 ans, ouais, il avait 32 ans et de gérer après en plus, les 30 ans de mon meilleur ami, enfin de notre meilleur ami et Hmm. ça aussi, ça a été un véritable courage pour moi le jour, des 30 ans de mon meilleur pote, c'était l'enterrement de Christophe et ça a été quelque chose de très, très compliqué à gérer et justement de voir qu'on peut disparaître du jour au lendemain. Alors effectivement, là, ça s'est passé dans telles conditions, mais finalement, on peut aussi, se faire écraser, aujourd'hui, demain, et en fait, on sait Hmm. pas quand ça peut s'arrêter Hmm. et bizarrement, très étrangement, ça m'a pas fait prendre conscience. Là, je le dis parce que en racontant l'histoire, évidemment, j'en ai conscience, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu une forme de déclic dans ma vie et et ça, c'est un truc qui me fait je me rends compte qu'on peut vivre des choses, c'est pas pour autant qu'on va se transformer Hmm. et que encore une fois, notre transformation, elle est personnelle parce qu'il faut pas attendre que quelque chose se passe ou autre, parce qu'en fait, on peut ne pas réagir comme, on imaginerait qu'on allait Hmm. réagir, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une forme de défense, aussi. C'est un truc que j'allais dire, mais du coup, tu l'as dit, mais c'est le côté, moi, ce qui me fait, ce qui m'angoisse, c'est vraiment de l'angoisse existentielle, quoi. C'est le fait de se dire, cette personne était là,
et après elle n'est plus en fait. Mmh. Et ça peut être autant soudain que progressif. On peut très bien avoir une personne qui, on sait combien de temps il lui reste, etc. Mais il y a quand même ce côté, elle était là, elle était vivante, elle était là, présente avec toi, on a partagé des moments, etc. Et en fait, c'est plus possible. Et c'est un truc qui m'angoisse énormément. De me dire que je pense qu'il y a une sorte d'injustice, de se dire, en fait, on ne devient plus rien. C'est hyper déprimant, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Genre, on disparaît, quoi. Et c'est pas si déprimant, ça, permet de se dire, si tu as des choses à faire sur cette terre, fais-le, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu disparais, en plus, les gens se souviennent plus de toi. En C'est vrai. vrai. Mmh. Même mon pote, c'était l'un de mes meilleurs amis. Il fait partie du passé, hein. Mmh. Vraiment, il fait partie du passé. Évidemment que j'ai de la peine et qu'il me manque à certains moments, mais ma vie continue et j'avance Mmh. et il fait partie du passé. Il y a un chanteur là de One Direction, Ah oui. qui est mort à Buenos Aires. Mmh. Il est suivi par des millions de personnes. Il fait partie du passé, hein. Mmh. On l'a oublié, hein. Enfin, tu vois, il y a un truc, tu fais ta vie, hein. La vie Mmh. continue. Donc autant, faire ce que tu as à faire sur cette terre, parce que quand tu disparais, bah, je veux dire, à part si tu tu vois, ouais, tu es Johnny Hallyday et tu laisses une œuvre musicale. Pardon, on a fait un petit cut, donc j'ai un peu perdu le fil de mes pensées. Voilà, on va être spontané et transparent. Mais voilà, on parlait du fait que finalement, on va tous mourir, donc autant faire tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on veut faire dans la mesure du possible. Et ça me rappelle aussi un moment où, c'est beaucoup plus anecdotique que ce dont on parlait, mais il y a des moments où j'avais tellement peur de chanter devant des gens, je suis extrêmement timide de base. Je sais que les gens me disent, mais arrête Kevin, t'es pas timide. Je suis extrêmement timide, mais je travaille beaucoup dessus, quoi. Donc, fait du chemin j'ai fait du chemin, mais voilà. Mais en gros, je me rappelle que la première fois que j'ai chanté devant un public où il y avait genre 150 personnes, je pense 200 personnes, j'étais mais extrêmement stressé, à tel point que je chantais faux. J'ai écouté la vidéo, elle est sur YouTube quelque part. Peut-être que je la mettrai, on sait pas. Et mon pied faisait le marteau piqueur, quoi. Mais je me suis dit en fait, merde, je vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il y a une émotion négative, quoi, tu vois. De me dire, oui, effectivement, c'est effrayant. J'avais extrêmement peur. C'était hyper flippant. Je crois que j'ai un peu oublié les paroles. Enfin bref, je chantais en français en Angleterre, ça va, personne n'a remarqué. Donc ça va, mais bref. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que j'essaie de me dire, oui, il y a des trucs qui font peur, etc. Et autant, faut pas en plus se mettre dans une zone d'inconfort extrême au point de vraiment se mettre dans l'anxiété totale, mais on gagne, je pense, beaucoup à sortir un petit peu de sa zone de confort, d'essayer des choses nouvelles et de se dire que oui, les gens vont juger, mais finalement, déjà, on disait tout à l'heure, les gens vont t'oublier. Parce que on parlait de YouTube par exemple, mais quelqu'un qui aime pas ma vidéo, au pire, il laisse un commentaire négatif, 2 minutes après, j'existe plus dans sa vie, quoi, Oui, littéralement. et tu es le personnage secondaire de la vie des autres. C'est vrai, Tout le temps, hein. Tout le c'est temps, hein. vrai. C'est Charlie Head qui est mentaliste, que j'ai interviewé dernièrement dans mon podcast qui a fait des expériences où il s'allonge dans la rue. Enfin, il fait plein d'expériences dans la rue, énormément, par rapport au regard des autres. Et l'une des expériences qui m'a le plus choqué, c'est que quand il s'allonge dans la rue, il y a genre 10 minutes avant que quelqu'un vienne le voir. Mm, Imagine? mm, Enfin, vraiment, les gens enfin, ça leur passe au-dessus, hein. ouais, Il est allongé, les yeux ouverts. Les gens ne viennent pas le voir. Au milieu de la rue Montorgueil. mm. T'es un personnage secondaire dans la vie des gens. Et ça montre à quel point on se montre presque le bourrichon pour rien parce qu'on s'invente une histoire comme quoi les gens vont penser ci et ça. Et en fait, les gens, souvent, soit ils s'en foutent, comme tu as dit tout à l'heure, soit ils vont oublier de toute façon. Donc en soi, à l'échelle de ta vie, Mmh. peu importe quoi. Mais Et au soit ils vont pire, kiffer, soit ils vont détester, mais enfin, les 30%, en fait, les 30% des gens qui t'adorent, les 30% des gens qui te détestent, et les 30% des gens où ça leur passe au-dessus. hmm, Mais avec toujours ce regard de tu es de toute façon pas le personnage principal de leur film. Donc, ouais, même s'ils t'aiment pas, c'est pas grave. hmm. Et au pire des cas, j'ai envie de dire, si on parle de performer devant des gens ou des choses comme ça, euh, au pire, tu tapes la honte, c'est pas grave. Enfin, mais c'est ça qu'on a. Je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, c'est le fait de se planter. Et même moi, avant cet épisode, je flippais. Ah, faut que le son soit parfait, etc. Peut-être qu'au montage, j'aurais merdé des trucs. Bon, bah, ok. Bon, j'espère qu'on sera audible, en tout cas. La vidéo, bon, je pense qu'elle sera bien, mais au pire, il n'y a pas de Mm. vidéo, il y a le son. Bon, voilà, c'est minimum. Mais voilà, au pire, c'est un raté. C'est pas si grave, quoi. Et, euh, et j'essaie beaucoup d'accepter ça. Et maintenant, les vidéos de moi, quand je chantais avant, depuis j'ai pris des cours de chant, j'ai progressé, etc., bah, je les vois un peu avec affection, quoi. Je me dis, putain, j'étais hyper stressé, c'est presque mignon, quoi. Mm. Genre, le mois d'avant, il était flippé de ouf, alors que maintenant, si je chante devant les gens et que je me foire, bah, j'en rigole, quoi. Parce qu'en fait, même des fois, tu mets les choses en perspective.
les gens qui sont des pros de la chanson, quoi, les artistes, etc., ils se plantent. Et souvent, même Adèle, je sais pas, il y a beaucoup de vidéos qui sont virales d'elle, où elle dit ah merde, je me suis planté, genre je recommence, tu vois, dans un concert. Et je fais, mais c'est ça l'énergie qu'il faut dans la vie, tu vois. Je me suis planté, c'est pas grave, je recommencerai, je ferai mieux après. Puis fuck, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Mm. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je propose qu'on s'arrête sur ça. Faut pas Ouais. faire un épisode de genre 3h30 parce que je pense que toi et moi on pourrait faire 36 Ah épisodes. bah oui, je pense, c'est possible. Tu seras peut-être un personnage récurrent, qui sait, Qui le sait. personnage secondaire du podcast. Eh bien, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que tu t'es même pas présenté. Et j'aime bien ça en fait. Parce que dans les Ouais. podcasts, souvent c'est ouais, présente-toi et tout. Et en fait, est-ce que tu veux te présenter ou pas finalement à la fin? Maintenant qu'on sait presque tout de toi et que t'as partagé des trucs très vulnérables. Bah, je sais pas, si les gens vont en tout cas veulent me retrouver sur le podcast Osé by Nico. On va faire ça. Je mettrai des liens dans la description, etc. C'est où j'interviewe des gens qui brillent dans leur unicité et qui osent. Puisque c'est le mantra de ma vie. Eh Oser ben, malgré la peur. eh bien, super. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et bah, abonnez-vous, voilà, et mettez des likes, voilà, faites tous les trucs qu'il faut faire sur les réseaux sociaux pour faire monter la vidéo. Et ben voilà, merci beaucoup à toi Nico. À bientôt!